Et bonsoir à toutes et à tous. Il y a eu le silence d'un coup sur le plateau. Ça n'a jamais été autant le bordel, je pense, sur le plateau PDH. Bienvenue pour cette émission. Donc ce soir, on va parler évidemment de la manifestation d'hier, de la manifestation contre le racisme, l'islamophobie, pour la protection des enfants. Et c'est aussi une manif pour la Palestine, hein, en vrai, quand on voyait les slogans, les drapeaux et tout. Mais bon, c'est un petit peu logique, quoi. Voilà. Non, rien, c'est bon. Et donc, ouais. Tu veux me concurrencer, Samir? Ouais. Tu veux me concurrencer? Attention. Et donc, on va parler de la manif. Et ensuite, il y aura aussi ceux de Ciné Palestine qui viennent présenter le festival Ciné Palestine. On les avait déjà reçus, donc parce que le festival est en cours actuellement. Donc voilà, c'est le moment de faire la petite promo et la petite présentation. Et aussi, on va parler des sujets de toutes les répressions, toutes les convocations pour apologie du terrorisme dont sont victimes les gens de notre camp politique, hein, en vrai. Hein. Des convocations que nous, on a émis à l'encontre de la brigade antiterroriste. Parce qu'on a décidé de les convoquer, nous aussi. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. On les met sur le banc des Ouais. Je vais pas tous vous présenter, vous êtes grave nombreux, mais on va faire un peu rapidement. Adèle, ça va? Présent. Ouais, cool. Samir, ça va? Magnifique. Youssef, ça va? Super. Mehdi? Super. Azazi? Magnifique. Sabrina? Ouais, magnifique. Aymen, ça va? Ouais, magnifique. Et Mariam? Ouais, ça va? Ouais, ça va, tranquillement. Alhamdoulilah, ça va bien. Ok, la manif d'hier. Truc de ouf, les gars, franchement. J'ai trop aimé la manifestation d'hier. Je sais pas vous, mais franchement, j'ai trop. C'est une de mes manifs préférées. Franchement, Moi, que c'est j'ai ma jamais faite. préférée. Bon, déjà, toi et moi, on n'en fait pas beaucoup, donc je pense que c'est aussi pour ça. Ça va, cette année, j'en ai fait pas mal quand même. Hein. Combien? Une dizaine, en vrai. Ah, une dizaine? Ah, franchement. Ah, d'accord, ok. Et donc, ouais, franchement, manif de ouf. Vos impressions, les amis, à chaud comme ça? Franchement, qui a envie de se lancer? Bah vas-y Samir, vas-y, t'as été... Comment vous avez vécu la manif? Pourquoi elle était importante pour vous? On l'a tous vécu, j'allais dire, à notre... Samir, attends, il faut le dire quand même. Samir, t'as fait un micro-trottoir de ouf. Je sais pas si on peut appeler ça un micro-trottoir, mais t'as fait une interview. Parole d'honneur a fait un live. Un live Hier, pendant plusieurs heures. Duré, Ouais. je crois quasiment 8 heures. Donc il y avait notamment SO à Yazid. Tu vois Yazid qui a filmé pendant des heures. Franchement, je sais pas comment t'as fait, Yazid. Il a été héroïque, hein. Incroyable. Franchement. Donc en plus, c'était ce qui était cool, c'est que c'était un dispositif qui était léger. C'est-à-dire que lui, c'était avec un téléphone, un dispositif, je sais même pas comment il fait pour diffuser, pour une sorte de modem ou je sais pas ce que c'est. Et un micro tout simple avec une armature comme ça. Et puis on pouvait vraiment bouger, entrer dans la foule. C'était lourd. Et on a fait ça pendant 8 heures. Donc c'était incroyable. Donc là, l'intérêt, c'est quoi? C'était pas d'être là pendant 8 heures. L'intérêt, c'est qu'on a pu aller voir plein de gens. Plein de gens différents. Donc je crois pas que ce soit encore sur YouTube. Je pense que c'est en replay sur Twitch pour l'instant. C'est en VOD sur Twitch. Et ça sera bientôt en replay sur YouTube. Donc j'invite vraiment les gens à aller voir tout ou partie, quoi, parce qu'il y a beaucoup de personnalités. Vas-y, dis-nous. Bah, il y a du quand même, il y a du, j'allais dire, il y a du sale. Parce que la liste est Il y a longue. du sale. Mais moi, sale. j'étais pas au courant de tout ce que Il y a t'as du dans lourd. Ah ouais. Du lourd ou plutôt du sale? Les deux. Du lourd. Et du sale. Il y a Bédine. Ouais. Il y a dans le désordre. Ouais, dans le désordre, on s'en fout, ouais. Il y a... Tunisiano. Attends, non, mais il y a Yassine Bellatar. Ouais, Yassine Bellatar, ouais. On en parle de Yassine Bellatar qui se fait huer par le public. Ouais. Ah Samir, on en parle de Yassine? Bah, tu pourras On va en parler. Ah bah non. J'ai dit à Raskasi. Ouais. Il y a incroyable Richie Thibault. Il est bon. Ah, là, là. Richie. Je t'aime. T'es un bon frère. Voilà, bon, je t'aime. On Le lui micro de passe le Samir marche bonjour, pas. ouais. Attends, remets-le bien peut-être. Tu peux dire c'est qui Richie Thibault? Ouais, alors, je suis Non, en- mais vas-y. C'est bon ou pas? C'est Yazid qui va nous dire. C'est bon? C'est bon Yazid, le micro? Ouais. Richie Thibault. Ouais. Richie Thibault, Ouais. Richie Thibault. C'est bon là? Ouais, donc Richie Thibault, c'est un militant. Alors en plus, moi j'étais persuadé qu'il était à l'AFI. Et en fait, il n'est pas du tout à l'AFI, il est au PEPS. C'est un mouvement écologiste. Et il est également militant de la cause Zigan. Donc, qui lutte contre le racisme à l'encontre des Ziganes. Alors, lui, il appelle ça le ziganisme. Le ziganisme. L'anti-tsiganisme. Alors, le ziganisme, non, il appelle ça le ziganisme, c'est-à-dire dans le sens où c'est le mouvement, c'est positif entre guillemets, je pense. Mais après, justement, j'ai un doute. Il faudrait, le mieux, ça sera de l'inviter. Voilà, on t'invite officiellement, Richie. J'espère que tu viendras. Ouais. Donc, il y avait Richie. Il y avait aussi un moment ultra fort, c'était avec Nordine. Oui, j'ai Parce vu. qu'en fait, on s'est rencontrés par hasard. Il était posé contre un mur.
Et on voit Nordine, donc Nordine, toujours on Emery. rappelle Nordine Emery, celui qui a été sur qui on a tiré Astin en 2021. Et voilà, donc échange incroyable. Il y a eu qui? Il y a eu Elsa Marcel, Elsa Marcel, Tabouaf, très très fort. Lordon. Lordon qui essayait de nous parler, mais moi je lui ai dit que voilà, laisse-nous tranquille. Ça fait 1 an qu'on t'a invité et tout, donc maintenant c'est bon. C'est trop facile, tu vois, de venir gratter le buzz pendant le live. Donc j'ai dit garde la pêche. Il y a eu bonjour tristesse, garde la pêche aussi. Ouais, vas-y. Franchement, garde. Là maintenant, voilà, là c'est entre toi et moi. Garde la pêche. Bonjour tristesse. Voilà. Parce Et que- Il y a quelqu'un qui dit Samir, tu m'as presque écrasé dans la manif. Mathieu Longat, bah ouais, mais bon, en même temps. Et il paraît que vous avez essayé d'aller parler à Mélenchon, mais Ouais, le service j'ai vu, d'ordre vous a. J'ai vu Henri, Voilà. c'était gênant. Là, c'est lui qui nous a dit garde la pêche. Il a le droit, lui. Moi, j'étais Il a en le mode droit. groupie, tu sais. Yazid, il me C'était dit. qui, tu crois? Non, mais il m'a même pas vu. Non, mais le garde du corps là qui vous. Non, bon, je veux dire, nous en fait, Yazid il me dit, y'a Mélenchon. Et je fais, oh, y'a Mélenchon. Et donc moi je cours vers lui, genre, oh lui. Je voulais le prendre dans mes bras et tout. Et là, il y a un mec, il est sorti de nulle part, plus massif que moi, plus gros que moi. Et bon, il a fait barrière comme ça. Il a dit, non, frérot. Ouais, il a fait vide, il a vraiment fait Et vide. je dis non mais juste on veut juste qu'ils disent bonjour et tout dans notre live. Il fait non. Et puis bon bref, après on voulait pas faire les forceurs tu vois. Et puis en fait lui il était plus dans un mood où en fait t'avais les gens qui venaient le voir. On l'a vu en plus sur les réseaux. Il y avait alors soit bon les personnalités forcément pour faire tu sais les photos un peu qui buzzent sur le réseau. Soit il y avait aussi des gens, il y a des gens ils sont tellement spontanés, ils demandent pas l'avis, ils lui sautent dans les bras. Et je te jure c'est arrivé plein de fois. Hein. Des gens qui sont allés le voir, qui voulaient lui faire un hug. Donc voilà, bon bref, j'accélère et je dis que voilà, cette journée, elle était folle. Elle s'est super bien passée. Donc Moussa, Darmanin, on te le redit. Voilà, on sait qu'aujourd'hui t'as le seum, on sait que t'as appelé Pascal Pro, BFM, tout ça pour essayer de salir la manif, pour dire qu'il y avait que 3000 personnes, alors qu'on voit sur les images qu'il y avait au moins, je dirais entre 7 et 10 000, je dirais minimum, Ouais. tu vois. Donc, Merci Laurent Nunez qui nous a fait merci la- Laurent Nunez, la préfecture de Paris. Donc continuez sang. à faire les attachés Bravo, de presse merci. du mouvement antiraciste. Vraiment continuez. Et nous on lâchera rien et on reste. Et gardez la pêche. Même Ahmed Silla, il nous a retweeté, il a dit aller à la marche et tout. Ouais, franchement, on a eu une pub de ouf. Hein. Il y a eu une Et pub je sais de pas ouf, si t'as vu hein. les commentaires dans Ouais. le chat, tout le monde a kiffé. Hein. Les gens ont kiffé dans le chat ce que t'as fait avec Eyas. Franchement, Il y avait combien de personnes en direct? 800 Ouais, 700? 700. On est monté jusqu'à 800. C'est un Ah, truc c'est de bien, ouf, bravo hein. encore les gars, bravo. C'est un truc de ouf. Hein. On reste sur les impressions un peu de la manif. Surtout, non, mais surtout, celui sans qui la manif n'aurait pas été D'accord, on possible. passe sur ça, vas-y. Ouais. Le roi. Maître Yanis. Maître Capelovici, ou alors. si c'est Non, on bon. peut dire son nom. Hein. Ah, ok. Mais son vrai nom. D'accord. Oh là là, mince. Ouais, je pense que ça va sauter parce qu'il faut que tu reposes. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais il faut Ah ouais le câble. Un problème de câble alors. Non, c'est- Et là c'est bon là Oui, donc. C'est bon là C'est l'ambiance Radio Londres en 40 là. On salue l'avocat hein, donc, Alors- qui a défendu. alors, qui bah- a défendu L'avocat la du cause de peuple, la là. marche. Alors non seulement il a Et défendu, notamment mais auprès du c'est. Conseil d'État. Mais non, mais il faut dire que c'est une première. C'est une première, les C'est une amis. dinguerie, hein. Rappelons-nous qu'en 2014, on avait été interdit de manif pour à peu près les mêmes motifs qu'hier. Enfin, que ceux que Darmanin a produits pour pouvoir interdire la manif. Et malheureusement, nous n'avons pas été. Bon, bah voilà, ça n'avait pas marché. On va pas en dire plus. Mais la défense n'avait pas été aussi efficace, on va dire. Hier, elle a été flamboyante, cette défense, puisque c'est vraiment un strike. C'est-à-dire que l'avocat Yanis, dans un premier temps, déboute complètement la préfecture de police de ses arguments, etc., devant le tribunal administratif. Il a été brillant. Il faut dire qu'il avait préparé un mémoire de Sabrina, il était, je crois. un mémoire Moi, de j'y 30. étais et Voilà. j'étais épatée de la radicalité de la ligne politique avec laquelle il a plaidé en fait. C'était Alors, incroyable. ligne politique en même temps au plan technique, parce qu'il avait un mémoire de 30 pages préparé Oui, là-dessus. mais si tu veux, moi, ce qui m'a étonné, c'est de réussir à gagner avec une ligne politique complètement décoloniale. Oui. Voilà. Ah ouais. Pas avec, vous savez, l'article 40 du Code de la route dit C'est ça. que machin, on peut pas interdire une manifestation 48 heures avant. Ah ouais, non. d'accord. Hein, c'était Je pense qu'il a réussi à faire les deux. philosémitisme d'État. Ouais. Oui, les deux, bien sûr. Et oui, vas-y. Non, mais fini. Non, vas-y, Youssef, vas-y, puisque je dois lancer continue les sur la gens. première. Vas-y, continue sur la première. Voilà, donc il a plaidé avec des arguments extrêmement politiques, notamment il parlait, puisque
parmi les 2 motifs principaux pour interdire la marche, le préfet parlait de risque de propos antisémites. Voilà. Donc là, il a quand même parlé de la confusion de l'État entre les Juifs et les colons qui créent de l'antisémitisme. Il a aussi dit clairement que si on nous interdisait de marcher, c'est parce qu'on était des Arabes. Hein, et ça, c'est pas forcément. Alors qu'on marche très bien. Même des fois Voilà. en cours quand c'est nécessaire. Ils entendent pas la blague. On t'entend pas là. J'ai même parfois en cours quand c'est nécessaire. Voilà, c'est ça. Et en plus, bon, je l'avais eu au téléphone, il m'avait expliqué, ce qui est vraiment Ça, Darmanin oui, Darmanin. J'ai eu d'abord Moussa, ensuite j'ai eu l'avocat, hein, voilà. Et il a expliqué comment, il nous a expliqué que en fait, ce qui est remarquable, c'est que le tribunal administratif a donné raison sur tous les points. Non seulement sur tous les points, mais qu'en plus, le tribunal administratif a même dit que la tentative pour interdire cette manif était une grave atteinte aux droits démocratiques. Le tribunal dit cela. Et l'État est condamné à payer 1 500 € donc aux organisateurs, à Amal Bentounsi, etc. Ouais, Oui. 1 500 €. À la France Insoumise, au NPA, à Amal Bentounsi. Voilà, tous ceux Ah ouais, qui c'est- ont bah oui, parce que organisé mais parce que l'État doit payer les frais de justice, voir le chèque. parce que l'État a perdu, comme dans tout procès qui est perdu. Alors c'est assez exceptionnel, parce que je veux dire une chose, je n'ai jamais entendu cela. Il y aura une jurisprudence Et d'ailleurs. le deuxième, alors pour le deuxième, la jurisprudence marche, c'est ce qu'il m'a expliqué, la jurisprudence marche pour les arrêts du Conseil d'État. Donc ensuite, le dimanche, alors imaginez en plein dimanche, recours devant le Conseil d'État de l'État, ce qui est quand même assez exceptionnel, en plein dimanche, l'audience se tient. Et il est convoqué, enfin le président l'appelle lui-même, donc appelle l'avocat, je crois que c'était à 11h pour lui demander s'il était prêt à venir à 1h30 pour plaider devant le... C'est un truc de fou quoi. Hein. Et il dit bien sûr, j'arrive tout de suite. Et à 1h30, quelque chose comme ça, la manif devait partir à 14h. Il est là pour plaider, et là, rebolote, il fait le strike, et absolument pareil, le Conseil d'État déboute l'État. Mais alors, de façon magistrale. Et ben, je vais vous dire une chose, je n'ai jamais vu cela. Et comme c'est un arrêt du Conseil d'État, ça fera jurisprudence. C'est-à-dire que ça va être utile à tous les autres, à tous les gens qui veulent faire des manifs, et où on produira ce même type d'arguments fallacieux pour essayer pour tenter d'un... Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel, et je crois que c'est vraiment ce brillant avocat à qui nous prédisons un brillant avenir, évidemment. Retenez bien son nom. Il est jeune encore. Il est même très jeune. Et ben, je crois que c'est assez exceptionnel pour signaler. Un nouveau Vergès est né. Bel hommage, hein, Youssef. Hein. De ouf, hein. Azadi. Et moi, je voulais revenir sur un truc dont on parlait avec Samir pendant le live hier. Cette semaine, on va en reparler, on a eu beaucoup de répression sur le mouvement pro-palestinien notamment, mais pas que. La LFI aussi a été annulée de conférences à l'université de Lille, et même par la préfecture de Lille. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont naturellement tristes ou même démoralisés dans ce genre de moment, parce qu'on a beaucoup de répression. Et ce que je disais aussi avec Samir, c'est que on peut vite voir le verre, on peut vite voir tout noir, tout est compliqué, on va se faire réprimer, on peut rien faire, on peut rien dire. Et ce genre de petite victoire, c'est pas une victoire, ce genre de grande victoire comme on a eu hier, des moments aussi de convivialité, parce qu'au moment où on apprend, en fait, juste pour continuer ce que vient de dire Youssef, le moment où on apprend que l'avocat a gagné, face à l'État, au Conseil d'État, c'était milieu de la manif, vers 17h, je pense, 16h30, je m'en souviens plus trop. Et une vraie célébration dans tout le cortège. Et c'est ce genre de moment-là, il faut les célébrer parce que on en a peu des victoires. Et surtout, ces victoires-là, elles nous donnent beaucoup d'espoir et de force. Et je pense aussi que c'est important que les gens qui nous écoutent, et même tous ceux qui sont un peu qui suivent l'actualité, de voir aussi les choses qui avancent, parce que face à la répression, il faut aussi voir les victoires. Si on regarde que la répression, évidemment, il faut voir le positif. Et il faut savoir savourer nos victoires. En direct, donc. Oui, ça a été annoncé. L'avocat a donné l'information à Amal Bentounsi et à Yessa qui étaient sur le camion. Et ça a gagné, ça a dansé, ça a célébré, c'était magnifique, ça a chanté. Et donc, c'est des beaux moments comme ça qu'il faut savoir savourer. Faut vraiment voir. Nous, on en parle politiquement pour voir la portée symbolique de la chose, mais aussi il faut que humainement les gens profitent de ces moments-là, recharger les batteries pour repartir dans la bataille, quoi. En fait, c'est ça, il faut s'inscrire dans le temps long, quoi. Faut pas être trop sur l'actu, parce que c'est vrai, il y a plein de gens qui nous écrivent quand il y a une interdiction et tout, genre, ah, regardez, qu'est-ce qu'on va faire, c'est une catastrophe et tout. Mais les gars, calmez-vous, genre. Ok, c'est peut-être interdit maintenant, et demain ce sera pas interdit, et peut-être que là on va perdre, et là on va gagner, genre. Faut être calme, tu vois. Mais là, il y avait quand même un contexte particulier. Ouais. C'était une semaine quand même particulière. Il y a eu cette interdiction par le préfet de Lille. Il y a eu toutes ces convocations. Rima Hassan, Anas Kazib, Siem Asbag aussi, qui est une militante journaliste. Donc je pense que pour les gens, sortir là dimanche, c'était pas seulement sortir pour
contre le racisme et la protection des enfants. C'était pour dire, vous allez nous laisser marcher et vous allez rien faire. Hein. On a vu aussi beaucoup de drapeaux palestiniens. J'ai vu que l'extrême droite commentait beaucoup ça, du fait qu'on ne pouvait pas sortir dans la rue sans drapeau palestinien et kéfier, que c'était... on n'y arrivait pas. Quelqu'un a même dit, c'est quoi le lien entre la Palestine et les violences policières? Ouais, et en fait c'est drôle parce qu'en fait il y a... J'ai aucune idée. T'as une idée, toi? J'ai aucune Encore un idée. micro qui marche pas. Waouh. Ah d'accord, pardon. D'accord. Et en fait, c'est marrant parce qu'en fait, il y a toujours eu des drapeaux palestiniens et des kéfiers dans les manifs d'arabes et des manifs antiracistes. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose qui arrive aujourd'hui. Alors, certes, là, il y a le contexte du génocide et voilà, de tout ce qui se passe. Mais les Arabes en France ont toujours été... voilà, c'est historique. Et toi, Youssef, tu le sais, il y a toujours eu ce lien qui est très fort. Et on a toujours eu la lutte palestinienne chevillée au corps. Et c'est parce que c'est notre dignité aussi. C'est la lutte de notre... C'est notre boussole politique. C'est notre boussole. C'est même plus que ça. Là-dessus, mais je me souviens que tout au long des années 80, 90, à toutes les manifs du 1er mai, les gens vont dire quel rapport, mais à toutes les manifs du 1er mai, il y avait aussitôt des gens qui spontanément venaient avec des drapeaux palestiniens, des ouvriers, hein, et qui étaient acclamés chaleureusement par tout le monde à l'arrivée de la manif et tout, c'était extraordinaire. Mais vraiment à toutes les manifs. Hein, et j'ai vu aussi à la fête de l'UMA, souvent les gens venaient avec des drapeaux palestiniens, etc. C'est plus qu'un symbole. Ah oui, c'était beaucoup plus qu'un symbole. Et alors les gens pourraient dire quel est le lien entre la manif du 1er mai, qui est une manif syndicale classiquement parlant, hein, et la Palestine. Eh ben non, tout le monde l'a très très bien compris, donc je vois pas pourquoi ils le comprendraient pas maintenant. Adèle? Ouais, moi je voulais aussi ajouter un truc qui est un peu pour poursuivre sur ce qu'a dit Azadi sur voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, c'est que effectivement la répression elle est de plus en plus forte et on l'a vu la semaine dernière, tout au long de la semaine avec les diverses interdictions, répressions, etc. Mais s'ils font ça, c'est aussi parce que nous, de notre côté, on est de plus en plus fort et qu'on est de plus en plus menaçant, entre guillemets, et sur le plan politique, bien sûr. Sur le plan politique. C'est bien pris. Tout à fait. Et Précise, alors tu vas recevoir J'ai trop de taf. J'ai trop de taf pour une garde à vue. Et non, mais par exemple, tu vois, je sais que par rapport à la convocation de Rima Hassan là, par la police, il y a un truc aussi où elle est 7ème sur la liste des européennes, c'est-à-dire qu'ils ont tout intérêt aussi à casser la dynamique LFI pour pas qu'elle aille au Parlement européen à partir du mois de juin. Et il y a un vrai enjeu à ça, parce que ça lui donnera une tribune, une légitimité, une fonction, etc. Donc, et pareil pour la répression des syndicalistes aussi, il y a eu des militants Jean-Paul, merde, j'ai oublié son blaze. Il y a eu des militants de la CGT qui ont été condamnés à des peines de prison pour leur mobilisation. Alors qu'on sait que la CGT, il y a quelques jours... Précise pourquoi exactement. 1 an de prison avec sursis pour un tract. Ouais, c'est ça. Ou sur le 7 octobre. Voilà. Et tout en ajoutant que... Notre ami de Montpellier également, qui a également pris la prison avec sursis, pour effectivement une déclaration. Oui. C'est Jean-Paul Delesco, force à toi frérot, CGT Lille. En rappelant aussi que pour le coup, la CGT a annoncé il y a quelques jours, je crois que c'était la semaine dernière, il y a 10 jours, un truc comme ça, qui rentrait dans la boucle pour les JO, pour que les JO se passent pas tout à fait comme prévu, et que, à mon avis, ce qu'ils craignent aussi, c'est je vais pas dire le mot tabou, mais une coordination des luttes, n'est-ce pas La CGT fait appel, et il s'appelle Jean-Paul Delesco. Parce que par rapport au JO, il va y avoir un moment où entre les travailleurs qui sont exploités, les travailleurs sans papier, où il va y avoir les étudiants qui sont virés de leur cours. Joyeux bordel. Il va y avoir la délégation israélienne qu'on va accueillir aussi, n'est-ce pas tout ça va faire qu'il se peut que ça fasse un certain cocktail, quoi. Donc il y a aussi le fait que ils ont intérêt là à taper tous azimuts et que en fait ils créent de la réaction. C'est ça qui est débile, c'est qu'ils créent de la réaction par leur brutalité, quoi. Voilà. Ouais, de ouf. Sur la manif, Aymen Medji, un truc à ajouter? Moi je suis pas trop... Ouais, vas-y, t'as pas parlé. Ouais, non, moi je suis trop petit, trop jeune, donc j'ai pas fait beaucoup de manifs dans ma vie. J'ai le souvenir quand j'étais petit avec mon père, les manifs pro-palestiniennes, on criait Boucharon assassin, etc. Et ce que je regrette, c'est qu'il y a eu... 2003, Youssef dit. Ouais, peut-être. J'avais 2 ans, ça veut dire que j'ai une très bonne mémoire. Mais en gros... ouais, il y a eu beaucoup d'interdictions et je vous remercie tous les deux pour ce que vous avez dit sur voir le verre à moitié plein, etc. Parce que c'est vraiment des moments où il faut... Parce que t'as soif. Non, Ouais, c'est ça, exactement. Non, c'est des moments où il faut relativiser et se dire qu'on n'est pas fou et que... on a le droit de parler de la Palestine dans une manif où
où c'est pas il n'y a pas écrit Palestine sur le tract, mais que c'est spontané et naturel pour tous les gens qui sont victimes de racisme et d'islamophobie en France. Ah oui, surtout c'est l'actualité. Ah, on est en train de vivre un génocide. Est-ce que je peux dire un truc Ouais, vas-y, ça bonne main. Ouais. Tu as parlé des manifs quand tu étais petit et je voulais aussi dire quelque chose par rapport à ça, c'est que moi quand j'étais plus jeune et que j'allais aux manifs, on entendait des trucs antisémites. Vous voyez, quand on était, quand j'avais, Ah bon? je vais pas le dire parce que j'ai la pudeur de pas dire mon âge, mais on entendait des trucs antisémites. Aujourd'hui, vous avez vu hier, rien. Au point que un collectif qui s'appelle Nous Vivrons, qui sont des sionistes, sionards jusqu'au bout, ils ont passé l'après-midi dans la manif à aller interviewer des gens en ciblant, vous imaginez bien les gens qu'ils estiment être un peu les plus toqués, quoi. En infiltration. Ils n'ont rien trouvé. Ils ont fait une vidéo, mais ridicule. Allez la voir, vous allez voir. Alors, ce qui reproche aux gens, c'est d'avoir dit boycott Israël, free Palestine, libérer la Palestine, et d'avoir dit, bah nous, on n'a rien contre les Juifs. Ce qui nous embête, c'est les sionistes. C'est tout ce qu'ils ont trouvé. Et je trouve que ça veut dire que le travail militant aussi, il paye énormément pour clarifier les choses. Parce que quand je vois des belles manifs comme ça, où tout est clair, tout est clean, où on peut tenir une ligne radicale et sans aucune confusion, c'est exactement ça qu'on veut, quoi. C'est la politique qui sauve, quoi. Franchement, c'est la politique qui sauve. Et c'est ce qui embête les sionistes. Et c'est ce qui embête les sionistes, bah oui. Mehdi. Ouais. Juste, nous, on... Non, mais Mehdi. Vas-y. Non, mais parce que je voulais juste... Vas-y, non, mais vas-y. Ce que vous venez de dire. Et d'ailleurs, il serait bien que les médias de gauche, même s'ils sont pas très à gauche, soulignent par exemple la présence des organisations des juifs anticolonialistes, antisionistes et décoloniaux tels que Tzedek et l'UJFP. Donc ça serait bien que ce soit pas noyé dans un nom générique, mais que ce soit dit clairement qu'il y a des organisations qui viennent et qui portent cette parole fièrement et de manière conséquente. Bah, c'était Jonathan dans le live quand tu l'avais interviewé, tu l'avais demandé oui, mais ceux qui disent que la lutte contre l'antisémitisme n'a pas cette place dans cette manifestation parce qu'il n'y a pas écrit antisémitisme. Et il a bien répondu sur ça. Il a dit bah non, ma place elle est ici, on lutte contre les racismes et c'est ici qu'on lutte contre l'antisémitisme en fait. C'est pas dans la marche de novembre, du 12 novembre. Mehdi, vas-y. Bah, du coup, nous, on s'était retrouvés une heure avant la manif pour justement se préparer, manger, etc. Et en venant, on s'est tous rendu compte qu'il y avait beaucoup de camions de police, tout ça. Et vu le contexte, on s'attendait justement à une grosse répression et on avait déjà eu écho que ce serait probablement interdit, que ça passait au Conseil d'État. Et finalement, la sécurité, elle a super bien joué son rôle, le service d'ordre. Il n'y a pas eu de débordement, il n'y a rien eu, on n'a pas vu beaucoup de flics. Comme quoi, quand il n'y a pas de flics, on s'en sort très bien aussi tout seul. La vie est belle. Moi j'ai une question, est-ce que juste vous pouvez rappeler dans le recours qui a été fait pour maintenir la manif, ça s'est passé comment? Ça a été en 2 temps ou... Parce que là, de ce que j'ai compris... C'est juste que expliqué un peu tout à l'heure. En fait, le préfet de Paris a demandé l'interdiction de la manifestation et ensuite au tribunal administratif, nous avons plaidé pour que, quand je dis nous, c'est un nous très collectif, nous les Arabes, nous, voilà. Et là, le tribunal a donc débouté, c'est comme ça qu'on dit, débouté complètement l'interdiction du préfet. Sauf que, comme l'a rappelé, dans un deuxième temps, là, apparemment, ce serait carrément le ministère de l'Intérieur, c'est ça, qui a demandé d'aller au Conseil d'État pour interdire la manifestation. Donc, tu vois, il y a des aventures. Juste pour revenir sur la Palestine. Attends, excuse-moi, je suis mal juste sur le tribunal. Ouais, vas-y. Parce que le Conseil d'État, c'est le dernier échelon au niveau judiciaire qui peut être fait. C'est-à-dire que si jamais ils sont déboutés, eh bien après c'est le Conseil d'État et il n'y a rien d'autre. Et le problème c'est que le Conseil d'État, après il n'y a pas d'appel. Si jamais ça passait pas au Conseil d'État, c'était terminé. Mais l'enjeu était énorme parce que si jamais cette manif était interdite, ça aurait servi de modèle. A contrario, ils auraient pu interdire des tas d'autres manifs par la suite. Et je tiens à dire que faut le répéter encore une fois, mais les interdictions qui avaient été faites par Manuel Valls en 2014 des manifs palestines que nous organisions à l'époque, eh bien nous avions été déboutés. Et le problème c'est que depuis 2014 jusqu'à
pratiquement ces dernières semaines, il se basait sur les gros mensonges de Valls de 2014, qui prétendait qu'une synagogue avait été attaquée. Jamais de la vie, hein. Même le rabbin lui-même de la synagogue n'a dit. C'est incroyable, hein. On était sur une fake news totale, qui était reprise totalement par la presse, par tout le monde, alors qu'il y a eu strictement rien. C'est hallucinant, cette histoire. C'était clairement inventé. Et donc, on était encore sur ce narratif, et si jamais nous avions perdu hier, on perdait pour de bon pour la suite aussi. Donc l'enjeu était énorme. Pas uniquement pour hier, oui, parce qu'à chaque fois, ils auraient pu ressortir ça en disant, regardez, il y a déjà eu 2 jugements qui ont encore dit que les manifs, en gros, avec les Arabes, parce que c'est ça le truc, hein, eh bien ça se termine mal, avec des trucs antisémites et tout, vraiment complètement de façon totalement fallacieuse. Donc l'enjeu, et je le répète, hein, était absolument énorme. Ouais, c'est marrant, il vient de dire ça, je vais juste finir sur le tribunal, je ne vais pas parler de ça, mais c'est l'apologie du terrorisme, si c'est tant utilisé aujourd'hui, ça vient aussi du gouvernement en Cazeneuve à l'époque, donc c'était sous le PS que ça a pris de l'ampleur ce truc-là. Enfin, il y a une loi qui a permis d'utiliser, exactement, qui a permis d'utiliser ça. Et donc là, on a répercussion du PS. Et donc juste un petit message pour dire, là, on a l'occasion d'enterrer enfin peut-être définitivement le PS aux élections européennes. Donc n'oubliez pas d'aller voter parce que là, faut vraiment mettre le couvercle sur eux parce que si on en est là, c'est aussi à cause d'eux. Hein. Après ça. Votez Manon. Oui. Votez Manon. Et juste pour revenir sur la Palestine, on a dit plein de choses sur le fait qu'on ait la place de la Palestine dans cette marche. Et je trouve même qu'elle est même politique parce que là, j'ai l'affiche devant moi. C'est une marche contre le racisme, l'islamophobie et pour la protection de tous les enfants. Le racisme. Si en Palestine il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de racisme nulle part en fait, parce que le nœud colonial est raciste par essence. S'il n'y a pas d'islamophobie en Palestine, alors je ne comprends pas toutes les mosquées qui ont été détruites à Gaza, pourquoi elles ont été détruites, encore une fois. Et ensuite, protection de tous les enfants. Les enfants à Gaza, ils meurent par milliers. Et donc moi je trouve ça même indécent qu'on doive se justifier de ce type d'argument de pourquoi il y a la Palestine. Mais évidemment qu'il y aura la Palestine. La Palestine, si elle n'est pas dans le match contre le... On ne s'est pas justifié. Hein. Non, mais je dis pas ça. Non, mais qui nous demande de nous justifier, tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est horrible parce que c'est indécent. Parce si elle n'a pas sa place là, rien n'a sa place en fait à Palestine. Là. Donc c'est important de le prendre en compte. En fait, au-delà, séparer, tout désarticuler. Voilà, au-delà de ce qu'a dit Youssef, il a raison. Il y a la solidarité, le 1er mai, même si on peut faire des liens. Mais là, le lien, il est évident au-delà de l'actualité. En fait, même s'il n'y avait pas l'actualité, il y aurait eu des drapeaux palestiniens. Donc il faut qu'ils arrêtent avec leur lubie parce que c'est aussi important. Une des raisons pour laquelle ils ont voulu interdire la manif, c'était possibilité de propos antisémites. Ça, on sait très bien que c'est lié on est des Arabes, à la question palestinienne aussi, parce qu'ils veulent toujours la lier à ça. Pour eux, l'antisionisme est un antisémitisme, donc on en revient toujours au même. Et donc c'est important aussi de marquer le lien, et le lien a été fait dans l'appel à la manif. Amal Bentoussi et Yessa avaient précisé aussi qu'elle avait notamment nommé des enfants à Gaza, et c'est normal que c'est lié. Et donc voilà, je veux juste te dire ça d'un point de vue politique. Ah oui, de toute façon, tu fais le lien avec la politique internationale. Exactement. L'impérialisme, le racisme, l'islamophobie, c'est aussi la violence raciste à l'intérieur. Bien sûr, exactement. Ouais. Quelqu'un voulait dire autre chose? Vous n'arrêtez pas de lever la main depuis tout à l'heure. Moi, c'est juste pour répondre. Moi, je suis l'arbitre, hein, je fais que de donner la parole. Pour répondre à deux. Alors, la première, c'est pourquoi est-ce que le Conseil d'État. Alors, d'abord, il y a. C'est Darmanin qui m'appelle, excusez-moi. Bonjour, vous êtes convoqué demain. Il me dit 10h30, ça ira. Non, parce que je peux pas avant 10h, j'ai piscine. Bon, alors quelqu'un demande effectivement pourquoi le Conseil d'État comme cela. Alors, ça m'a été dit justement par notre éminent avocat, parce que là, effectivement, je lui ai posé aussi la question. Et c'est parce que, d'après lui, il me dit, ça commence vraiment à faire beaucoup, et même du côté de certains magistrats, ils en ont assez que l'État se serve de la justice, bien sûr, se servent de la justice de façon politique comme ça. Mais il y a aussi un deuxième motif, c'est qu'il a été brillant. C'est que, en fait, vous savez très bien que la justice, c'est pas le fait de savoir si vous avez raison ou tort, en fait. C'est est-ce que vous avez bien capté la façon dont il raisonne. Et c'est ça, toute la difficulté c'est un métier, hein, le droit. Et il faut d'abord capter la façon dont ils raisonnent et les mettre devant leurs contradictions. Et une fois qu'ils sont leurs contradictions et qu'ils n'ont pas d'argument, et bien souvent, des procès sont perdus parce que simplement l'avocat n'est pas assez bon, hein, et il va raisonner en termes moraux, etc., sans comprendre que c'est pas du tout le problème. Hein. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est quand même assez incroyable, c'est qu'au procès, c'est ce que m'a dit notre ami, mais tu l'avais peut-être vu, Sabrina, il y a la procureure qui a dit sachez que nous ne sommes pas là pour juger le soutien ou non à la Palestine. Et ce qui se passe là-bas est assez horrible. Donc ça voulait dire quand même que la procureure était c'est assez extraordinaire. Et quant au Conseil d'État, il y a quelqu'un qui confond, c'est pas Fabius. Hein. Fabius, c'est le Conseil constitutionnel. C'est pas le Conseil d'État. Donc voilà, je crois que du côté de certains magistrats,
alors ça c'est une bonne nouvelle malgré tout, je crois que certains en ont peut-être assez aussi que le pouvoir politique se serve de la justice comme régulateur de leur turpitude. Moi j'ai une dernière question, après on donne la parole à Diana. C'est aussi le renouveau d'un cycle politique. Là, on est sur un nouveau cycle politique. Amel Bentounsi a fait le lien avec les marches de la dignité qui avaient été organisées en 2017, etc. Ça fait grave content, ouais, je sais. Mais oui, non, mais parce que c'est ton histoire politique aussi, c'est ton histoire militante. C'est la nôtre. Voilà, c'est la vôtre. Amel Bentounsi, etc. C'est pas, on vient pas juste de se rencontrer, tu vois. Donc là, on a toute une histoire qui était un peu... qui avait été mise qui a été... Voilà, c'est pas un secret, il y a eu plein de textes, plein d'explications. Pendant 8 ans. Oui, pendant 8 ans. Oui. Et donc c'est dur de relancer ça aussi. Et en quoi c'est important ce renouveau-là de ce cycle politique antiraciste, si tu veux, de ces collectifs-là qui luttent contre les violences policières, contre le racisme. Nous aussi, parce que PDH, on a participé à l'organisation. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie politiquement ? Ça signifie d'abord c'est vrai que l'antiracisme politique animait cette marche. C'était pas une marche gnangnan uniquement pour dire les méchants. C'était pas l'État déjà. Voilà. C'était pas SOS islamophobie comme je l'ai lu quelque part. Oui. Touche pas à mon musulman. Oui, c'est ça. Touche pas à mon rêve. Voilà. Et c'était pas l'AFI non plus. C'est-à-dire que l'AFI s'est joint à un appel. Ça aussi, il faut le dire. C'était pas une manif à l'initiative de la gauche. D'abord l'indépendance. C'est une manif indépendante. J'ai regardé un peu ce qui avait été dit sur le sujet, j'ai regardé des articles et tout ça, ce qui a été dit dans les médias, et c'est vrai que je trouve qu'il y a une tendance à lisser un peu le truc, à rendre une espèce de marche, vous voyez, je parlais des SOS racisme, voilà, c'est des gentils musulmans, des gentils arabes. Richie parce qu'il a dit nous on est les sauvages, voilà, les barbares. Voilà. Donc, attention, alors si cette marche, cette marche, elle marque des choses, voilà, tu le disais, peut-être elle marque quelque chose qui se renouvelle, je ne sais pas, mais en tout cas ça marque peut-être quelque chose, de ne pas tomber dans ce truc de rendre tout lisse et inoffensif. Misérabilisme. Voilà. Il y a d'ailleurs l'appel de cette marche, il est sur une ligne tout à fait radicale et qui certes a ramené des forces, on va dire un peu mainstream, parce que ça touche les enfants, et à ramener aussi des partis politiques quand même, je vais pas dire en nombre, parce qu'il y avait l'AFI, on n'a pas entendu par contre la partie Ruffin de l'AFI, il n'y avait pas le PCF, il n'y avait pas Europe Écologie Les Verts, donc finalement, moi, par l'AFI, ça n'a pas ramené grand monde au niveau des partis politiques, mais par contre, l'interdiction a fait que beaucoup de gens ont soutenu quand même. Dernier mot, Youssef, après on passe oui, la parole. Alors j'aimerais quand même aussi remercier les rappeurs qui sont venus. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Notre ami Kerry James, notre ami Kerry James. Et alors qu'on les aime autres, tellement fort et Medine, Kerry James, Medine, les autres je connaissais pas trop, je sais pas. Mais le mec de Sniper, qui était là. C'était le meilleur. Tiziano, c'est le meilleur. Trop bien. Calbo aussi, Arsenic. Il était là, lui. Ouais, il était là. J'ai pas Au vu. début, genre. Je sais pas si c'était à tout, moi. Ok. Mais on a des invités qui sont c'est un collectif Ciné-Palestine, non, comment on appelle ça? Une association. Une association, ouais. Ouais, 1901, une association 1901 qui organise, comme son nom l'indique, un festival de cinéma autour de films palestiniens ou qui traitent de la Palestine. Et c'est tous les ans, je crois. En tout cas, on vous reçoit assez souvent, j'ai l'impression. et là, vous êtes en pleine activité. Est-ce que vous voulez présenter un micro? Je te donne le micro. Ouais. Donc le festival Ciné-Palestine, c'est une asso qui a été créée il y a 10 ans là, pour faire la promotion du cinéma palestinien en France. Dans l'idée d'offrir un peu un contre-discours à ce qui était proposé dans l'univers culturel, mais aussi même médiatiquement en France. Et donc il y a, on va dire, un aspect un peu pédagogique de mettre des images de Palestine montées, produites là-bas, etc., avec des discussions derrière pour contextualiser un peu ce qui est vu. Et puis aussi un aspect, on va dire, plus action directe, concrète, avec donc des programmes qu'on a développés au cours de notre existence, en faveur notamment des jeunes cinéastes. Et donc pour ça, on a d'un côté un concours de court-métrage qui est réservé à des jeunes réalisateurs palestiniens qui viennent en France présenter leurs films pour une séance, rencontrer un peu, se faire du réseau, etc., avec des cinéastes de la diaspora palestinienne, des cinéastes arabes, des cinéastes européens, etc., en France. Et ensuite, un programme de mentorat donc, que je vais laisser Diana présenter. Merci beaucoup, oui, du coup, le programme de mentorat, c'est la 3e année qu'on le fait avec le festival. Et en fait, l'idée, c'est on a lancé un appel à projet
ouvert à tous les réalisateurs et réalisatrices palestiniennes issus de la diaspora ou de Cisjordanie. Et on en a sélectionné 3 qui vont venir pendant 1 mois en programme de résidence à Paris. Et cette année, on a la chance d'être en partenariat avec Artagon à Pantin. Et du coup, le but du programme, c'est qu'ils viennent pendant 1 mois à Paris. Donc le programme a lieu à partir du 15 mai jusqu'au 15 juin. Et ils sont suivis par 3 mentors. Donc cette année, on a Red Andoni, Nadine Naous et Katia Saleh qui vont les accompagner. Et chacun choisit un réalisateur ou une réalisatrice qui fait partie du programme. Donc histoire de créer des binômes mentorés. Et ils viennent pendant 1 mois à Paris pour les aider à développer un projet d'écriture de scénario. Ils vont rencontrer des producteurs ici à Paris. On va faire des masterclass avec des producteurs ou des productrices, enfin des gens qui participent à l'industrie cinématographique française. Et du coup, voilà, pendant 1 mois, ils viennent, on les suit. Ils vont avoir un suivi du coup avec ces 3 mentors. Et à la fin, il y a une restitution dans laquelle on invite des producteurs, productrices ou des gens du cinéma à venir pour les rencontrer. Et on est aussi en partenariat avec un festival ciné à Marseille qui s'appelle Aflem, et en fait qui est à peu près le même principe que le programme de mentorat. Et c'est histoire de créer des connexions de cinéastes émergents palestiniens ici en France. Tu voulais parler aussi? Non, peut-être pas. Oui. Bien dans le micro, bien dans le micro. On peut parler aussi de... Là, en ce moment, on a 2 concerts de soutien. Le jeudi 25 avril, au Petit Bain, au 13e, à Paris 13e, et le 30 à Marbrerie. Je pense que ça peut en parler plus des artistes qui viennent pour le concert. Non, franchement, moi, on programme un peu à l'arrache, faut savoir. Non, en vrai, le concert soutien, c'est un truc qu'on organise depuis quasiment l'existence du festival. Donc, ouais, l'idée, c'est de diversifier un peu les manières avec lesquelles on peut soutenir le festival. Donc, chaque année, c'est des artistes qui viennent, qu'on contacte et qui viennent jouer bénévolement pour soutenir le projet. Et donc, ouais, donc le 25 avril, on a une line-up plutôt, on va dire, pop arabe avec pour ceux qui connaissent Sabrina Belawel notamment. Et puis en DJ, on a Dina Abdelwahed et ouais, franchement, et puis le 30 avril, ouais, c'est un truc, c'est plus rap avec on a des DJ, on a 2 rappeurs qui viennent, une rappeuse et un rappeur qui viennent du Maroc, une rappeuse qui s'appelle Rtek et un rappeur qui s'appelle Mehdi Blackwind, qui sont très très engagés. Ouais. Bah, il pourra faire la promotion quand j'aurais dit n'importe quoi. Non, en vrai, c'est des rappeurs. En fait, on a sélectionné un peu les artistes aussi en fonction de leur engagement. C'est vrai comme on fait un concert pour ramener de l'argent, on essaie de viser des personnes qui ont un certain public pour essayer aussi de ramener des personnes qui ne sont pas forcément en faveur de la Palestine pour détourner un peu leur argent vers les poches de notre cause. Mais ouais, mais c'est vrai qu'aussi à côté de ça, comme c'est des personnes avec qui on travaille, on a envie aussi de s'entourer de personnes qui ont l'engagement pour la Palestine à cœur. Et donc on est content. Franchement, le 25 et le 30, on a des personnes qui sont qui ont une grosse énergie militante, qui nous ont beaucoup encouragés pendant les 6 derniers mois et puis même avant ça. Donc voilà, on espère que ça va être 2 belles soirées. On avait aussi un premier concert le 10 avril qu'on avait précédé d'une projection avec une discussion, et on avait invité, il y avait Tzedek, il y avait La Palestine nous rassemble. Donc on avait une discussion sur la résistance culturelle en France. Donc c'était assez porteur. Et puis voilà, donc c'est vraiment ramener de l'argent et puis faire ça correctement en s'entourant de personnes qui pensent un peu comme nous, quoi. Bah moi j'ai une question. Comme vous traitez de la Palestine d'un point de vue culturel depuis plusieurs années, qu'est-ce que ça change ces derniers mois là, l'ambiance génocide, hein, voilà, l'ambiance de guerre, qu'est-ce que ça change? Est-ce que vous avez l'impression que ça impacte la façon dont vous faites vos programmations d'une certaine manière? Je pense pas que ça impacte notre programmation, parce qu'en vrai, on en a parlé hier, on avait une réunion, en vrai, c'est solide, quoi. Tu vois, En fait, vous avez l'expérience du sujet qui fait que vous arrivez à appréhender la période d'une façon un peu plus tranquille. Peut-être, même au-delà de ça, tu vois, il y a un truc on a notre ligne, elle est... Bah, possible, vas-y.
Mais pourquoi je parle pas dans le micro? Ça fait 10 ans, mais tu vois, on a une ligne qui est inscrite dans notre charte, et en vrai, tu vois, il n'y a pas de. Enfin, si on doit tomber entre guillemets pour cette ligne, bah, on tombera avec cette ligne. Tu vois, le festival, il est né d'une volonté concrète qui est sans ambiguïté, tu vois, la volonté de soutenir le peuple palestinien dans sa lutte pour sa libération. Et donc, bon, bah, même si c'est vrai qu'il y a eu un gros courant réactionnaire, notamment de la part du gouvernement, des médias, etc., ces derniers mois, bah, en vrai, derrière. Enfin, comment dire, nous on peut pas se permettre d'être aussi réactionnaire et d'essayer un peu de lisser notre communication. On a projeté des films franchement qui étaient assez brutaux, tu vois, dans le discours qui pouvait être porté. Il y a un long métrage notamment qui s'appelle Tell Your Tale Little Bird, qui qui présente 7 combattantes pour la libération de la Palestine à l'époque de la Révolution. Ouais, c'est un film de Arab Lotfi, ouais. Avec tu vois, avec Leila Khaled, avec d'autres résistantes. Et c'est un film, tu vois, qui je me souviens plus des noms, purée. C'est celle qui a le plus en tête d'affiche, tu vois. Mais en tout cas, c'était des révolutionnaires qui avaient, tu vois, mené des actions de détournement d'avions à des motifs politiques, tu vois. C'était pas du terrorisme, c'était la volonté d'obtenir la libération d'otages, mettre la lumière sur la Palestine à cette époque-là, qui n'était pas forcément au cœur des luttes. Mais qui est introuvable, il paraît. Bah, on peut quand même le trouver un petit peu. Mon peuple vivra. Et c'est un excellent livre. Et on m'entend peut-être d'abord? Technique? Il y a un problème de câble. On n'a pas de chance ce soir. Le monde entier tient à un câble, en fait. Ouais. Et pas un cheveu, mais un câble. Et donc, du coup, on m'entend là? Ok, donc je disais Leila Khaled, pour ceux que ça intéresse, essayez de vous procurer son livre Mon peuple vivra, parce que c'est un livre extrêmement fort. Hein, et qui dit vraiment ce qu'est la lutte du peuple palestinien, c'est l'histoire de son engagement, elle, jeune femme, etc. etc. Donc voilà, c'était juste pour... et juste pendant que j'y suis, excusez-moi, je t'ai un peu interrompu, mais ça fait combien d'éditions donc de ce festival? Parce que je le vois pas sur la... Cette année, ce sera la 10e édition. C'est ça. Ouais. Et on a la soirée de lancement, je sais pas si on peut annoncer la date, ouais. C'est le 16 mai. Donc ce sera une soirée, il y aura une projection, on va annoncer le programme aussi. Et la soirée de lancement du mentorat, ça sera le 17 mai à Artagon. Le 16 mai au Méliès à Montreuil. Ouais. Ouais, avec le festival qui sera du coup, qui démarre à Marseille le 31 mai. Le 25, ce sera la présentation à Marseille. Après, il y aura du 30 au 1er juin à Marseille. Et on revient à Paris du 7 au 16. 7, 8, 9, ça sera à Paris. Après, on est en banlieue, Fontenay-sous-Bois, Gennevilliers, Saint-Denis, Villetaneuse, Montreuil, Ivry. Et on fait la clôture à Ivry. Et aussi, on a lancé une campagne de crowdfunding. Et on a lancé il y a un mois, un peu pour financer tous ces projets, le mentorat dont Diana a parlé, le concours, ça, dont on a parlé. La soirée, on fait une soirée en plein air à Villetaneuse. Ouais. Et aussi tous les ciné-clubs qu'on fait chaque année. Mais c'est surtout aussi essayer d'inviter le maximum des invités, des réalisateurs et réalisatrices. Et pour cette année, en fait, on peut aussi l'annoncer, on fait un focus... vu que c'est notre 10e année, on fait un focus archives qui mêle les archives familiales et archives familiales et aussi le travail, les archives militants, notamment qui a été produit dans les années 70 avec l'unité de cinéma qui était fondée à l'ELP en 68, il me semble, par 3 cinéastes, Mustafa Abou Ali et Hani Jawhariya et Solafa Jadallah. En 68, et ils ont fait pas mal de cinéma, de militants, de propagande, ils ont filmé plein de trucs. Et c'est en fait, ils ont conservé, vu que l'OLP aussi, elle se déplaçait un peu partout selon la situation. Donc, ils ont conservé tout ça à Beyrouth. Et donc, après l'invasion d'Israël en 82, l'OLP était exigé à partir.
Et donc ces bobines, ils sont un peu, qui étaient conservées à Perdu, ils étaient un peu perdus, ils ont circulé un peu dans le monde. Et donc il y en a qui ont été retrouvés, retravaillés, il y en a qui ont été retrouvés à Tokyo, enfin un peu partout dans le monde, et retravaillés. Et il y a des gens qui travaillent un peu sur cette archive. Et on les invite, on fait une belle table ronde avec notamment un réalisateur, Mohamed Yacoubi, qui travaille sur les archives du cinéma palestinien, et Rasha Salti, qui est chercheuse sur ce sujet aussi. Alors, juste une petite addition à ce que tu viens de dire. L'enjeu culturel est énorme pour Israël, évidemment. Et en 82, comme tu l'as très bien dit, Israël a mis la main sur tout le stock de films palestiniens à Beyrouth, ce qui est incroyable, mais pas uniquement les films. Toute la masse de toutes les archives de la Palestine ont été volées par Israël en 82 à Beyrouth, et parce que Beyrouth c'était devenu la capitale de la Palestine de fait, capitale ambulante, parce que les Palestiniens se déplaçaient. C'était d'abord en Jordanie, ensuite ça a été Beyrouth, ensuite ça a été Tunis, et à Beyrouth ils ont mis la main sur tout le stock, ils ont détruit énormément de documents. La volonté israélienne, il faut l'avoir en tête, c'est d'effacer le peuple palestinien concrètement, comme on le voit à Gaza aujourd'hui, mais c'est effacer aussi la mémoire du peuple palestinien, l'éradiquer complètement de l'histoire, hein, faire table rase, comme on dit, hein, et c'est ça qui est Taboula Noula, et c'est ça qui est absolument terrible, cette volonté d'effacer un peuple. Donc c'est pas un conflit. Ce qui se passe en Palestine, c'est pas un conflit, c'est la volonté d'éradication d'un peuple. C'est pas une guerre qui opposerait des gens, où finalement il y aurait un accord et qui stabiliserait les choses avec l'éternel fake news, le retour à la paix. Il n'y a jamais eu de paix, puisque Israël ne cherche pas autre chose que l'élimination du peuple palestinien, son éradication et son remplacement. On est dans le cadre d'un colonialisme de peuplement. Et donc ça n'a rien à voir. C'est pas un conflit. Donc ce que je veux dire là-dedans, c'est que ce vol de toutes les archives palestiniennes, c'est un viol de la mémoire qui est absolument terrible, qui est aussi terrible que le fait de tuer des êtres humains. Parce que lorsqu'on veut priver un peuple de toutes ses racines, de son histoire, de tout cela, c'est abominable. Et évidemment, ça fait partie des exigences. La restitution. Hein. Et je me rappelle qu'il y avait quand même un cinéaste israélien, des cinéastes israéliens favorables à la cause palestinienne, qui avaient essayé de mettre la main sur les archives qui sont en Israël, justement, parce qu'elles sont en Israël, et par voie de jugement, d'exiger, etc. Hein. Mais bien sûr, rien n'a été obtenu. Hein. Alors, ça a été dispersé. Certaines ont été un petit peu sauvées. Peut-être qu'il y en a encore du côté de Tunis, mais il faudrait faire tout un travail de recherche pour cela, peut-être même des collections privées, mais c'est vrai que c'est un gros travail. Mais nous insistons là-dessus. Hein. Israël, c'est aussi un attentat contre la mémoire, contre l'histoire, contre l'âme, parce que le but, au final, c'est de tuer l'âme des Palestiniens. Non seulement les corps, mais également l'âme des Palestiniens. Ouais, tu vois, tu nous posais la question tout à l'heure sur un peu ce qui s'est passé depuis octobre. Tu vois, typiquement, la réponse gouvernementale, médiatique au 8 octobre, ça a été de résumer toute l'histoire de cette région-là au 7 octobre. Tout a démarré ce jour-là. Et typiquement, tu vois, toutes ces... Ouais, c'est ça, tu vois, et tous les films qu'on a pu répertorier, qui ont été réalisés par des Palestiniens, par des Européens, par des personnes, par des cinéastes du monde arabe, ces 100 dernières années, bah en fait, c'est des dossiers, tu vois, en quelque sorte, qui permettent de complètement mettre à bas cette rhétorique-là, tu vois. Et donc, on va dire là où le festival, on va dire, dans les 10 dernières années, il a un peu pu se perdre à certains moments dans une espèce de niche, tu vois, comme c'est culturel, il y avait une portée politique, on va dire, moins importante. Là, on va dire, c'est venu replacer, entre guillemets, le cinéma et donc le festival aussi dans ses poches, tu vois, mais le cinéma palestinien comme aussi une arme, une véritable arme, tu vois, de défense contre. Tu dis c'est plus culturel et je te rejoins. Je pense qu'il y a justement beaucoup de choses à faire là-dessus, parce que comme le récit colonial est de plus en plus, c'est de plus en plus difficile de ne pas y être soumis quand on parle de politique. Alors on peut utiliser effectivement le cinéma pour le faire, mais on a vu quand même que Tzedek, par exemple, il s'était fait annuler aussi leur séance de cinéma, donc il y a aussi une répression, je pense, qui touche aussi le milieu culturel. Ouais, si je peux faire un pont entre un peu tout ce qui a été dit, les interdictions, le cinéma, la culture. Moi, dans ma fac, il y a des associations qui ont essayé de faire des projections de films, notamment un qui s'appelle Yalla Gaza, et à chaque fois, l'administration, c'est toujours pareil. On refuse, risque de troubles à l'ordre public, pour la projection d'un film. Et je pense que
pour l'organisation de la manifestation, vous êtes des gens armés, conscients, etc. Mais moi, ce que je vois de ma position, c'est que nous, les étudiants, il y a un désir naturel quand on voit un génocide qui se passe, d'aller vers la culture palestinienne naturellement, justement, parce qu'on a compris qu'il ne fallait pas la laisser mourir, mais que ce soit les administrations, les préfectures, enfin les autorités auxquelles on a affaire, elles sont aussi conscientes que faut pas laisser la jeunesse regarder des films sur la Palestine, faut pas laisser la jeunesse écouter de la musique palestinienne et même faire des conférences politiques. Alors là, ou des meetings, c'est encore pire. Donc ouais, regardez plein de films. Si vous voulez manger palestinien aussi, Hardy Concept Store, Porte de la Chapelle. Rania, on salue à Rania. On va pas dire où parce que sinon les féministes vont trop réagir, mais on va organiser une séance de cinéma bientôt. On a vraiment parlé? Bah oui, mais on va pas dire quoi, on va pas dire où parce que sinon ils vont envoyer des mails. Pourquoi vous recevez des indigénistes, des islamistes, des terroristes? Donc on va pas dire le nom, mais restez quand même voilà aux aguets. On a un projet, C'est pas un film sur la Palestine. On dit on va dire ça, mais bien évidemment c'est un film. On n'oserait pas concurrencer. J'ai entendu parler du ciné-club. Même en signalant, on voit que même en signalant dans les dernières heures, on arrive à mobiliser suffisamment de monde, quoi. On l'a vu pour la marche. Ouais, de ouf. Ouais, De toute façon, vu comme ça marche, enfin, tu vois, le ciné-club CEDEX, c'est vrai qu'il y a eu des galères avec. Tu as cité les interdictions, les multiples interdictions qu'ils ont eues pour la projection de la zone d'intérêt, alors qu'ils ont été soutenus par le réalisateur lui-même. Qui veut absolument qu'il y ait cette projection, et je pense qu'ils vont finir par pouvoir réussir à la faire de toute façon. Mais leur ciné-club, c'est aussi un gros succès. Donc ils ont fait une salle qui est le Luminor dans le centre de Paris. Donc que nous on a l'habitude de fréquenter, c'est notamment là-bas qu'on fait notre ouverture depuis quelques années. Et donc ils ont les premières soirées, ils n'ont pas été très ambitieux, ils ont rempli une salle avec plein de gens qu'ils ont laissés dehors. Deuxième soirée, ils ont rempli le cinéma, quoi. Il y a les deux salles du cinéma remplies, 300-400 places, je crois. Il y a une demande de fou. Et remplies 2 jours avant, tu vois. Donc il y a une demande, il y a une attente. Maintenant à nous d'y répondre aussi, tu vois, toutes les personnes qui œuvrent sur ce terrain-là, pour non seulement que quand les gens viennent dans les salles, voilà, qu'ils en tirent de l'énergie, quoi, que ce soit pas juste là, un peu trop académique, on va dire, ou un peu trop symbolique, juste on vient histoire de soutenir, qu'on trouve aussi, chaque spectatrice se trouve aussi son intérêt à venir et revenir, quoi. Ouais, dans le chat, il rappelle Chapoutot, quelle déception. Ouais, toi, t'as dit qu'il avait. Tu pensais à Chapoutot quand tu disais qu'il les avait soutenus? Non, le réalisateur. Glaser, ouais. D'accord. Jonathan Glaser, le réalisateur du film. Ah oui, c'était le réalisateur qui était soutenu et Chapoutot qui avait descendu. Ouais. Le producteur, le réalisateur, la femme qui a fait la bande son aussi. Ouais. Toutes les personnes en fait qui ont, je pense, les idées assez claires sur ce qui se passe en ce moment, et c'est vrai que Chapoutot, c'était quand même une grande déception, parce que après quand on voit son discours tout autour de ça, mais bon, après c'est aussi un peu le reflet, j'imagine, de la violence, on va dire, impériale qui peut s'abattre sur les personnes qui osent, on va dire, prendre parole pour la Palestine. Et bon, il y en a qui sont solides, il y en a qui sont pas un peu moins, quoi. Ouais, de ouf. Merci à tous les deux. Comment est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? On est partout. Festival Ciné Palestine. Sur Instagram, moi je suis sur Insta. Facebook, Twitter. Et sinon, venez nous voir à nos concerts. C'est une bonne opportunité de nous rencontrer, je pense. Et je tiens à dire que l'affiche est très belle, franchement. Ouais. On n'a rien dit sur l'affiche, mais elle est vraiment très belle. Est-ce qu'on peut la montrer, l'affiche? Ouais. Vous l'avez montré déjà? Ah, ok. Ah, et aussi, attends. Ça, c'est l'affiche. En fait, ça, c'est l'affiche des concerts de soutien. Et c'est fait par Sarah qui se cache là-bas. Ah bravo. Ouais, en fait, je voulais juste... parce que là, je me suis lancé dans le focus, mais on a lancé le crowdfunding. On a combien de jours? Je pense que jusqu'au festival. Un peu après, ouais. On espère atteindre 10 000 € environ. Ah ouais. On est maintenant à 2800. Donc, c'est possible de mettre le lien. Ouais, merci. Mettez le lien, on le mettra dans le replay YouTube aussi. Ouais. Et je voulais aussi dire, parmi les travaux qu'on fait aussi dans l'assaut, il y a un travail de traduction. Notamment pour les pour les films qui sont pas traduits et qu'on souhaite qui sont pas sous-titrés et qu'on souhaite les projeter. Oui. Et ça coûte cher, hein, et plus. ça, ouais. Et vous faites le sous-titrage vous-même?
Ouais. Ah ouais, ce qu'on appelle les bancs titres. Soit on fait appel à des traducteurs, traductrices professionnels, soit on a une équipe de traduction dans l'assaut. Et c'est eux qui s'en occupent. C'est un gros travail. Et vous avez aussi des t-shirts. Ouais, ça c'est la dernière petite chose pour pareil toujours si vous souhaitez chercher différents moyens de nous soutenir. On vend donc chaque année on développe une affiche qui correspond un peu au focus qu'on a choisi pour cette édition là. Et donc avec derrière on en fait des produits un peu pour pareil soutenir l'activité du festival. Faut savoir que nous on est tous bénévoles, donc tout l'argent qui est généré par le festival ça sert à payer des droits de film, à payer des billets d'avion pour faire venir les gens. Nous aussi on est bénévoles. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir si vous avez les moyens. Et ça c'est pour vous du coup. Non. Il n'y a pas beaucoup, mais je vous laisse. Trop bien, merci beaucoup. Voilà. Incroyable, merci beaucoup. Ça c'était une édition qu'on avait faite sur la Naxa. Ouais. Et donc ça c'était en 2019-2020 sur Jérusalem. Mais voir celui-là, j'aime bien moi le village là. C'est trop beau. Les meufs. Regardez. On les vend sur tous nos événements, donc les concerts, les projections, etc. Oversize, tu connais pas Oversize? Merci. Hey, tu mets des meufs, des vêtements, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de gratuit en plus. Quel machiste. Chérie, je finis par chérie. Ma vie. Le sang, c'est pas. Non. Samir, je vois que il n'y a pas que sur l'Égypte que t'as des. Je vois qu'il n'y a pas que sur l'Égypte que t'as des avis désastreux. Ah oui, il y a des Égyptiens. Attention, allez régler vos comptes. C'est-à-dire que moi, c'est sur tous les homophobies. On a de la ressource. Mais tu vois, je l'assume. C'est-à-dire c'est le premier pas vers la guérison. Tu veux qu'on règle les bails maintenant ou quoi? Oui, toi t'es sérieux, non? Ouais, t'as vu, je m'en souviens. Ok, bah trop bien, bah merci beaucoup. Vous avez rien à... Peut-être juste, ouais. Pour ce dixième blanc. C'est pas drôle sinon, ouais. Pour ce dixième, c'est pas drôle. Pour ce 10e anniversaire quand même. Pour ce 10e anniversaire, Alors, voilà, donner de la force. C'est dur de tenir 10 ans, franchement. Et justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que vous aviez commencé donc il y a 10 ans. Il y avait d'autres personnes, c'était à peu près la même équipe, le noyau central. Ça a commencé, je crois qu'il y a 2 personnes qui sont là toujours, deux Palestiniennes. Et après, ça change chaque année. Il y a des gens qui arrivent et il y a des gens qui partent. C'est super, c'est ça. Ça se renouvelle chaque année. Nous, on a rejoint. Vous avez été fait en 2014. Même en fait, on a triché. Parce qu'il y avait déjà. Il y a une année où il y a eu 2 éditions. C'était l'année où il y a le Covid. On a fait une édition en novembre, une édition en juin. Donc en vrai, ça fait 9 ans qu'on existe. Mais en fait. On va dire il y a différentes générations dans le festival. Oui. Je sais pas si c'est quelque chose avec lequel vous êtes familier à parole d'honneur. Il est chaud lui. D'accord. Je peux écouter. Je dis il y a diverses générations. Ah ouais, sale. Ah ouais, j'ai cru comprendre. L'intergénérationnalité, à quoi ça? Salut. Et c'est ce qu'on appelle la transmission des luttes. La transmission des luttes, c'est ça. Notre père Youssef. Je me permets de taquiner, c'est ma famille quand même. Il est sorti de secours. Il est à la fois très énervé et très heureux là, c'est très spécial. Non, pas du tout, c'est super je trouve. Au contraire, c'est ça la transmission des luttes. Non, c'est ce que je voulais dire. Hein. Je veux dire, ce qui est extraordinaire, c'est que le flambeau soit passé. On parle des Jeux Olympiques, mais il y a un flambeau aussi auquel on tient beaucoup, c'est le flambeau des luttes. Et ce flambeau des luttes qui se transmet de génération en génération. On dit qu'une lutte est vivace lorsque justement elle peut se transmettre. Et qu'elle n'est pas uniquement figée dans le temps, dans l'espace, par rapport à comme si c'était une lutte syndicale. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce que ça vous fait que ça ait duré pendant 10 ans? Vous attendiez à cela? Je sais pas. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et il vous aime trop, Youssef, il veut pas vous partir. Je crois que Mariam veut qu'on conclue, mais... Non, en vrai, on n'est pas pressé, allez-y, hein, franchement. Bah non, mais en vrai, genre, c'est vrai que c'est... En fait, ça se voit, ça se matérialise surtout, tu vois, à travers la bibliothèque de films qu'on a pu répertorier, quoi. Tu vois, genre, et d'ailleurs, moi, c'est sur ça que je voulais conclure personnellement, c'est sur le fait que, tu vois, tu disais qu'il y avait des étudiants dans ta fac qui voulaient faire des projections. Bon, si vous arrivez à en faire et que vous cherchez un peu ce qui peut être fait, ce qui a été produit dans le passé, sur notre site, il y a une page d'archives qui est assez facile à prendre en main, et donc si vous pouvez à peu près trouver des films de n'importe quelle durée, qui parlent de n'importe quel sujet, n'hésitez pas à checker, à regarder un peu ce qui se fait. Et je pense que c'est ça un peu typiquement peut-être la plus grande richesse du festival dont on peut être fier de ces dernières années, c'est cette accessibilité, on va dire, à on veut programmer une séance, parler, je sais pas, des prisonniers palestiniens,
du rapport à la terre, des luttes féminines, de ces choses-là, tu vois, tu tapes le mot-clé sur le site et tu trouves, quoi. Il y a plus de 300 films, je crois, qui ont été projetés sur les 10 années du festival, un truc comme ça. Donc voilà, c'est surtout ça, je pense que la force du truc, c'est que voilà, on est un festival de cinéma qui a projeté des films, quoi. Tu vois, c'est notre utilité, c'est notre poste de combat. Et sur ça, je pense qu'on est solide, quoi. Trop stylé. Et on est présent aussi toute l'année, en fait. On est, le festival, c'est en juin, mais on est présent vraiment pendant toute l'année. Dans des ciné-clubs différents, dans des salles de cinéma, même des endroits comme la Flèche d'Or ou d'autres, des endroits de lutte comme ça. De bobo. Non mais moi je trouve ça extraordinaire parce que c'était un très très vieux projet cette histoire et que vous avez mis en pratique. Je veux dire, dans nos années militantes, dans les années 80, on aurait rêvé cela. On avait fait donc un festival en 98, mais qui avait été ponctuel. Hein. Comment 3 jours comment une semaine même de films palestiniens en 98 au Forum des Images au Hall en plus, hein, ça avait super bien marché et ce qui est extraordinaire c'est que vous avez et puis pendant 10 ans c'est pas évident et que ça dure et tout et je repense à un numéro des Cahiers du cinéma, c'était les Cahiers du cinéma je crois au tout début qui avait fait un numéro spécial qui s'appelle Que peut le cinéma. Entre autres, dedans, il y avait Guy Enbel, non, j'ai oublié son nom, Guy Enbel, il faisait partie de toute cette génération de maoïstes très très pro-palestiniens et de cinéastes. Et voilà, je trouve ça extraordinaire qu'effectivement il y a eu cet élan et que la jeunesse est reprise là, quoi. Samir, ça te va ravir. De ouf. Un peu cintré, non? Un peu cintré. On va pas se mentir. Le slim et moi, j'ai envie de te dire, on fait chambre à part. Voilà. Ok, c'était un plaisir franchement de vous avoir. Vous revenez quand vous voulez, hein. Franchement, pour refaire votre petite promo et tout, parler de ce que vous faites. Franchement, c'est toujours un plaisir. Merci et à vous. voilà. Hein. Ouais, merci beaucoup. Mes paroles d'honneur. Merci. Là, vous partez pas là. C'est terminé, on finit l'émission. Ils reviennent pas. Bah non, c'est terminé. Ah bah attends, alors faut qu'on règle le bail alors. Régler quoi? Ah bah on a un bail à régler. À l'Égypte? Ouais. Non, mais sérieux. Vas-y. 2 minutes, tu vois. Non, mais vas-y. Parce que dans un live, on faisait un live sur la CAN. Je remets le contexte en 30 secondes. Non, parce que pour moi, c'est important. Donc, on faisait un live sur la CAN avec Ahmed, Wissam et moi-même. Et à un moment donné, on parlait des favoris, tout ça, et à un moment donné, donc, il a été question de l'Égypte. Et moi, en fait, j'ai commencé à dire que dans ma perception, en fait, je n'avais pas pensé à l'Égypte parce que je percevais pas l'Égypte comme territorialement dans le continent africain. C'est-à-dire dans ma tête, c'était plus dans le monde arabe, donc relié au continent la Méditerranée asiatique. Non mais mentalement. Et en fait. L'Algérie fait partie du monde arabe. Attends, je vais rester sur mon truc. Et en fait, il se trouve que il y a un lien qui s'est fait dans ma tête, c'est que l'équipe de football israélienne participe aux compétitions européennes. Et en fait, voilà, il y a ce truc qui s'est fait dans ma tête. Et j'ai dit, comme Israël. Et j'ai dit, j'ai même pas dit comme Israël, je dis comme Israël. Et puis, au R, je dis, mais merde, qu'est-ce que je suis en train de dire? On a compris ce que je voulais dire. Et donc, je dis, non, c'était vraiment une comparaison technique, quoi. C'était pas une comparaison politique. Et bon, bref, je me suis embourbé. Bon, c'était le bordel. Et même le fond de mon propos était, comment dire, un peu problématique, on va dire. Voilà, et du coup, bon, après, on en a reparlé et tout, on est passé à autre chose. Et donc, j'ai appris que mes amis, en tout cas, certains d'entre eux, je sais pas si c'était toi, voilà, étaient égyptiens, ont vu le live, et bon, je sais qu'ils ont recherché mon adresse et tout, ils avaient le projet de m'attendre en bas de chez moi. Et en tout cas, ils voulaient me dire un truc, donc allez-y, c'est maintenant. Non. Non, sérieux, au premier degré, est-ce que vous l'aviez mal pris ou pas? Non. Ah, d'accord. Non, voilà, non, mais là, premier degré, parce que je voulais vraiment m'assurer que c'était le cas. Et en plus, donc, double peine, si je puis dire pour moi, c'est que j'ai appris que l'Égypte avait gagné, je crois, 7 fois la CAN. Donc, d'un point de vue purement sportif, j'étais vraiment complètement à côté de la plaque. Donc ça, je l'assume. Mais par contre, l'image mentale que j'avais, c'était l'image mentale que j'avais. Je pense que t'es pas le seul. Voilà, c'est pas le seul. Mais c'est vrai que la comparaison était pas très heureuse, on va dire, surtout encore plus dans le contexte actuel. Donc voilà, si quelqu'un, une nouvelle fois, a été choqué, je tiens officiellement à dire que, voilà, c'est pas grave, ça va. On a fait pire sur le Kabyle, par exemple.
Et vraiment, big up, ça n'a rien à voir. Mais big up à Yessa et big up à Amal, les organisatrices de la marche. Franchement, je voudrais qu'on les applaudisse. Et Sabrina, ici, ouais, sur ce Valvé. plateau. Et toute l'équipe, bien sûr. Et à Maître Yanis. Vraiment, voilà, big up à eux. Voilà. Comment on fait la paix? Allez, voilà. Ouais, toute l'équipe, tout le staff. J'espère que ça sera plus solide que les accords d'Abraham. Un petit Tahiyama, ça peut-être, non? Ok, bah allez, salut, c'est bon. Ouais, c'est ça les conclusions avec toi. Ouais, c'est ça. Comment? Ah oui, pardon. Non, sérieusement. Sérieusement, il y a l'émission juste après avec Wissam sur pas que les streamers, les créateurs de contenu un peu politiques. Il y a Dofla incroyable. Il y a Camélia. Il y a Narges. Je crois que c'est tout. Moicas, pardon, j'ai oublié Moicas. Ouais. Nirina. Non, elle participe pas. Ah. Non. Ouais, commence pas à rajouter des. Camélia, tu l'as dit? Oui, Camélia. Ilyes. Et Elias. Il a dit Wissam. Oui, la saucisse. Tu parles de oui, la saucisse. Avec Oui, la saucisse. Oui, la saucisse, il est là. Et il y a Elias. Non, Elias, il est en train de fumer sa clope à côté du restaurant, là, encore. Il n'a pas fini, là. Il en a son 4e patché, là, le il n'est pas dans le chat, je crois, mais c'est drôle. Clippez ça pour Ilyes, s'il vous plaît. Clippez ça pour Ilyes, parce qu'il devait être là, Ilyes, mais il a annulé. Mais il est pas très bien, donc. GG, là. GG, remets-moi une. Bon, on avait dit 20h30. Oui, bah, GG. là, Wissam, ça va. Déjà, il voulait pas participer. Oh là là. Le temps. Oh là là. Un joueur de foot en plus, Wissam, on tient à dire. il est très bon On a eu au foot, l'occasion de ça. le rencontrer sur ce terrain-là samedi dernier. Ok. Et donc, soutien financier au festival palestinien. Soutien au festival Ciné Palestine. Merci Saad, merci, j'oublie ton prénom. Karim. Merci Samir, merci Youssef, merci Sabrina. Wissam, arrête de perturber, c'est ma Merci Ayman. Merci à Ayman, merci à Dora. L'équipe On m'a appelé tout à l'heure dans le chat. Luis Enrique. Ouais. Sympa. T'as même pris un photo, j'ai vu. C'est bon. Merci la technique, pardon. Merci la technique, merci Lyon, merci Omar, merci Yazid, merci le public, merci salut le public, ça va, ouais. Quoi? Et voilà, à plus, à tout à l'heure. Merci Mariam. Merci Mariam.